C'est parti pour le premier épisode de Sauce secrète et aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Alexandre Dana qui est parmi nous. Bienvenue Alexandre. Salut Valentin, merci pour l'invitation. Bah écoute, très content que tu sois là. Donc toi, tu es le fondateur et le CEO de Live Mentor, par laquelle je suis passé, on aura l'occasion d'en rediscuter. Et surtout, tu as également publié ton premier livre, La méthode Live Mentor. Et donc aujourd'hui, bah, du coup, on va tourner cette interview autour de l'écriture parce que bah déjà, on a eu l'occasion de beaucoup écrire ensemble, toi et moi. Ouais. Et je trouve ça cool que tu sois le premier invité de ce format. Et la première question que je vais te poser, c'est d'où est-ce que ça te vient en tant que CEO? Parce qu'on voit pas tant de monde, tant de CEO que ça qui écrivent. D'où est-ce que ça t'est venu d'écrire pour la première fois? Qu'est-ce qui a été le déclic? Merci, merci pour cette première question. C'est Ça n'a pas été un cheminement, super évident. Mmh. Hem, Moi, j'ai créé ma première entreprise quand j'avais 19 ans. La place qu'avait l'écriture à l'époque, était égale à 0. J'ai créé une deuxième entreprise, vers 20-21 ans, je ne sais plus exactement, mais pareil, l'écriture avait aucune place. Et puis, ensuite, j'ai créé Live Mentor. Et Live Mentor a eu un parcours en 2 temps. Un premier temps que j'appelle les années difficiles, où, la société ne marchait pas du tout, l'entreprise ne fonctionnait pas. Pour, résumer, c'est un peu une caricature aussi parce qu'on n'était pas complètement, nuls, mais on l'était quand même pas mal. Et puis une deuxième époque qui a commencé en août 2016, où la société a changé d'activité et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. Et il y a eu plusieurs épisodes, mais j'ai commencé d'abord à écrire pour raconter cette transformation parce qu'on a vraiment radicalement changé d'activité. C'est-à-dire que Live Mentor assurait des cours particuliers de maths, de physique, d'anglais par visioconférence. Donc pour des collégiens et des lycéens. Puis du jour au lendemain, alors qu'il y avait quand même plusieurs milliers de profs, plusieurs milliers d'élèves, on arrête tout ça d'un coup pour faire des formations en ligne pour entrepreneurs. Et donc il fallait raconter ce changement, il fallait expliquer pourquoi on changeait tout d'un coup. Et parce que ça générait énormément de questions et de réactions euh, euh, de notre communauté de l'époque. Donc j'ai pris la plume à ce moment-là et je me suis rendu compte que il n'y avait pas plus efficace pour communiquer un message. Je me rappelle, d'ailleurs, c'est marrant que tu me poses cette question. Je me rappelle que pendant des années, je passais mon temps à changer mon site internet. Tu vois, par exemple, je passais mon temps à changer le design de la page d'accueil de Live Mentor, à changer les couleurs, à créer une nouvelle page. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que au lieu d'investir mon temps là-dessus, puis sur d'autres activités, j'allais bien plus m'amuser et surtout faire bien plus de bien à la boîte en écrivant des articles de blog, en écrivant des newsletters, en écrivant des textes. Et puis après, c'est un effet vertueux, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que tu commences à le faire, tu te rends compte que les personnes répondent à tes articles de blog, répondent à tes newsletters, et donc tu le fais encore plus. Et puis tu continues de découvrir la puissance, mais colossale de l'écriture, absolument colossale. Donc toi, tu dirais que donc tu as eu un déclencheur qui était le pivot de Live Mentor, des Ouais, cours particuliers vers les masterclass en ligne pour entrepreneurs. ouais. Et ensuite, tu as eu la sensation que l'écriture, à travers les newsletters que tu écrivais, à travers les posts dans le groupe Facebook aussi que tu faisais, est-ce que tu as eu la sensation que c'était l'action marketing que tu faisais qui avait le plus d'impact? Oui, absolument sans aucun doute. En fait, l'écriture, moi j'ai commencé à l'appliquer, dans mon entreprise, heu, sur différentes thématiques ou pour différents objectifs. Il y a un objectif que tu as mentionné qui était un objectif, marketing, un objectif de communication, comment faire connaître Live Mentor. J'ai commencé à faire connaître Live Mentor avec des textes, des newsletters. Ensuite, je me suis rendu compte que l'écriture était aussi extrêmement utile pour, un deuxième objectif qui est la création et la construction d'une communauté. Donc on a, Mmh. mis, heu, toutes les personnes qui se formaient chez nous dès la, 1re promotion, dès la première édition de notre formation, on a mis toutes les personnes, sur un groupe Facebook qui existe, encore aujourd'hui et qui en fait a grandi au fil du temps
pour aujourd'hui accueillir à peu près 5000 personnes qui sont passées par une formation Live Mentor. Et ce groupe, c'est une communauté. Donc, une communauté, ça se crée, ça s'anime. Et donc, j'ai commencé à aussi écrire des textes, non pas pour présenter l'activité de Live Mentor cette fois, puisque les personnes sont déjà en formation, donc je ne vais pas leur redécrire ce qu'ils connaissent déjà, mais plutôt pour lancer des discussions sur des sujets qui nous passionnent, nous tous, membres de cette communauté, moi y compris, comme comment gérer son temps, comment gérer ses finances, comment sortir de la solitude, etc. Donc ça, c'est un deuxième objectif où l'écriture m'a beaucoup apporté. Puis ensuite, l'écriture m'a permis de mieux recruter, m'a permis de mieux piloter l'équipe, m'a permis de devenir un meilleur dirigeant, m'a permis de mieux fonctionner en groupe, alors à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que ce que tu écris sur Internet te permet de constituer une équipe beaucoup plus facilement, parce que les gens te découvrent par une passion commune, par un intérêt commun. C'est 1000 fois plus intéressant de recruter quelqu'un qui t'a découvert via ton contenu que de le recruter via une annonce mise sur Indeed ou sur LinkedIn. Ton écriture te permet aussi de faire passer certaines valeurs, certains messages qui soudent toute une équipe. Et le fait d'écrire te permet surtout à toi de dire moins de conneries. Et moi, je parle tout le temps beaucoup. Donc, l'écriture, ça m'a permis souvent de poser certaines réflexions stratégiques pour la boîte et ensuite, donc, je pense, faire un meilleur travail au quotidien. Et après, c'est une routine qu'il faut tout le temps continuer. L'écriture, et ça, je suis en train de le découvrir maintenant, et tu sais que ça n'a pas été ma tasse de thé pendant longtemps, permet aussi d'améliorer la qualité du travail qui est produit. Ouais, donc, on a parlé de l'objectif marketing, l'objectif communautaire, l'objectif de recrutement, de management, de travail en équipe. Et puis, il y a un autre objectif qui est de produire quelque chose de qualité. Donc, d'avoir une activité, que ce soit une activité en freelance, une activité e-commerce ou la production de formation. Ça, c'est l'activité de Live Mentor. Il faut que cette activité soit du plus haut niveau de qualité possible. Et ben, nous, on commence à aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de l'écriture aujourd'hui. Comment ça se concrétise? Ça se concrétise par des documents internes, énormément de documentation interne. Tu vois, là, au moment où, juste avant de te prendre en live, j'étais en train d'écrire un document qui fait aujourd'hui 28 pages de long et qui liste tous les types de messages automatiques qui peuvent être envoyés dans notre messagerie. Alors, pour expliquer à tout le monde, quand quelqu'un fait une formation sur Live Mentor, il a une messagerie, et dans cette messagerie, ça ressemble à Messenger, on pourrait résumer ça comme ça, il peut discuter avec son mentor. Et donc, parfois, il y a des messages automatiques que nous, on envoie. Par exemple, si l'entrepreneur n'a pas mis sa photo de profil, par exemple, s'il a un coaching en vidéo qui commence dans 30 minutes, par exemple, si il a été inactif depuis quelques jours, on lui envoie un message pour savoir comment ça se passe. Et ben, si on veut que le site ne soit pas buggé, si on veut que le site fonctionne bien, si on veut que l'expérience soit mémorable, et ben, on s'est rendu compte en échouant qu'il fallait documenter tout ça, qu'il fallait que nous, en interne, toute notre qualité, eh ben, on la verrouille avec de l'écriture. Donc, tu vois, je pourrais en parler pendant des heures parce que, en un mot, je pense que l'écriture, c'est la compétence essentielle de toutes les compétences pour monter une entreprise, développer un projet, etc. Ouais, tu as mentionné plein de choses et on va rebondir individuellement sur ce que tu disais, mais juste sur la fin, ce qui est dingue avec l'écriture, c'est que ça te permet de scaler une connaissance plutôt que de la donner en one-to-one. Et c'est un truc qu'on a un peu découvert, toi et moi, quand on bossait avant chez Live Mentor. Plutôt que de partager en one-to-one une connaissance, l'écriture, ça te permet de processiser tout ce que tu fais et du coup, ta connaissance a beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de pouvoir et tu gagnes du temps. Et dans ton livre, il y a une partie sur les systèmes et l'écriture, je pense que c'est la base de tout bon système entrepreneurial quand tu te lances. Et c'est pas pour rien, je pense qu'une boîte comme Amazon force tous les employés à écrire un communiqué de presse quand ils font un nouveau produit. C'est pas pour rien aussi que Jeff Bezos lui-même écrit une lettre aux actionnaires tous les ans Bien sûr. en expliquant tout ce qu'il a fait. Warren Buffett, c'est pareil, ça a beaucoup de valeur, quoi. Et le Mais truc aussi, vas-y, excuse-moi. non, mais vas-y, je rebondis sur tout ça.
Et, et l'autre chose que j'ai remarqué aussi, notamment à ton contact, c'est que l'écriture, c'est hyper contagieux. Et c'est à la fois une compétence qui est hyper sous-estimée, parce que moi, à l'école, même moi, pendant mes études, à aucun moment je pensais l'écriture comme quelque chose de vraiment intéressant. C'était un truc que tu considères comme acquis après l'école et que tu travailles plus vraiment et que tu fais comme ça. Mais moi, ça me parle parce que bah, c'est un peu mon métier, mais toi, tu as réussi chez Live Mentor et auprès de la communauté à instaurer un- une culture qui fait que l'écriture, ça prend une place hyper importante. Et je mentionnais les très longs posts que tu fais dans le groupe Facebook. Je pense que ça a été hyper fondateur pour fédérer la communauté, comme tu l'as dit. Je peux aussi mentionner, je me rappelle très bien, au Live 1, donc la première conférence avec 300 personnes que vous avez organisée la première semaine où j'étais arrivé chez Live Mentor, donc en 2017. Tu avais pris le temps de lire des pages de la biographie de Magellan par Zweig devant tout le monde. Personne fait ça, en fait, ça n'existe pas. Et, euh, et du coup, tu transmets ce goût de la curiosité, de l'écriture, de la passion, et du coup, ça se ressent dans toute la communauté, même toute l'équipe, et c'est hyper contagieux. Et même moi, à mon échelle, qui commence à écrire, vu qu'il y a des gens qui me voient écrire, ils se disent, mais putain, mais il y a un truc là, j'ai aussi envie de m'y mettre, quoi. C'est c'est clair que l'écriture, c'est contagieux. L'homme est un animal social, donc il aime communiquer. Le problème, c'est que l'éducation nationale, hem, détruit des millions d'écrivains potentiels et je pèse mes mots. Je trouve que c'est un des plus gros scandales qui existent dans la société actuelle, c'est le rapport qu'on a à l'écriture à l'école. Parce que nous, hem, en fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Tu vois? On est sortis plutôt épargnés du système, Mm. dans le sens où, hem, pour, des raisons, qui sont les nôtres, on est sortis du système en aimant lire. On n'aimait pas forcément écrire, mais on aimait lire. On aimait lire. Donc on avait quand même encore un rapport avec les mots. Moi, je coach parfois des gens qui n'ont plus de rapport avec les mots depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Je crois qu'on n'imagine pas ce que ça donne. Ça donne des traumatismes, mais catastrophiques, énormes, mais absolument énormes. Et on va donner des exemples très concrets. Le cas de deux entrepreneurs qui, par exemple, ont une activité en freelance, ils sont associés pour monter une agence et ils ne savent pas ce que c'est qu'un mail à un client. Ils ne savent pas la puissance que ça peut avoir de ne pas simplement écrire 3 lignes, «Salut, voilà où on en est, 2 points, lien vers un truc, sans explication, on en parle, point d'exclamation», tu vois? Ils ne voient pas la différence entre ça et un mail de 45 lignes, bien structuré, sans faute d'orthographe, sans faute de conjugaison, sans faute de grammaire. Et derrière, tu peux aller beaucoup plus loin, en fait. L'orthographe, la grammaire, c'est l'étape 1 de la fusée, mais après, l'étape 2, c'est quel est le message que je veux faire passer? Comment est-ce que je l'articule? Comment est-ce que je donne les bons exemples? Comment est-ce que je mets des liens vers autre chose? Et ça, c'est une arme qu'on devrait tous avoir. C'est pour ça que je pense qu'avec Sauce Writing, tu remplis vraiment, je pèse mes mots, une mission d'utilité publique, tu vois? Enfin, je pense que l'État, Ouais. devrait se réveiller et faire appel à des gens comme toi. Mais il y a il y a il y a encore une fois un atout clé dans la maîtrise de l'écriture et surtout un boulet énorme qui pèse aux pieds des gens qui sont fâchés avec l'écriture. Et on résume souvent ça aux erreurs de conjugaison grammaire, mais ça, c'est des conneries, en fait. C'est Mm. encore une fois, c'est le niveau 1. Le le niveau 2, c'est comment est-ce que tu aides quelqu'un à formuler un propos, à convaincre, à persuader avec des mots? Est-ce qu'il y a dans l'éducation nationale, au programme, hem, une réflexion sur: «Je vais me mettre à côté de cet enfant qui a 7 ans, qui a 12 ans, qui a 16 ans et je vais vraiment l'aider à faire ça. Je vais l'aider à exprimer une idée». Les profs, ils demandent que ça, ils sont super partants pour le faire. Le problème, c'est le programme et le cadre administratif qu'on leur donne et le fait que dans les classes, il y ait 35 élèves et bref et plein de choses dont on pourrait parler, mais heu, c'est c'est de la folie, tu vois? Et on va finir là-dessus, d'imaginer qu'en cours de français, par exemple, au lycée, hem, on va te demander de lire. On va te dire: «Faut que tu lises 35 bouquins. Mm. Faut que tu lises 35 bouquins». Alors tout le monde fait la même chose, tout le monde achète les résumés, les fiches de bouquins, mais personne,
ne se dit, ça serait beaucoup plus simple de ne lire qu'un bouquin, mais de le lire vraiment du début à la fin et d'assister chaque élève de la classe en me disant, c'est quoi ton avis sur ce livre? On te demande pas de faire un résumé, il y en a déjà plein. Quel est ton avis à toi sur ce livre et en quoi il fait écho à ta vie, à ta réalité, à ton futur, à ton passé? Et on va juste faire ça de l'année. On va uniquement faire ça en seconde. On va chacun lire un bouquin et chacun va écrire un texte et va avoir un vrai coaching sur son écriture. Bah, tu n'aurais pas les mêmes blocages. Ouais, et aussi ne pas forcer dès le lycée ou dès le collège à lire du Proust ou des œuvres de la littérature qui sont hyper complexes à lire parce que ça peut te dégoûter de la lecture, quoi. Ouais, Et moi, au lycée, je détestais lire et même en prépa, je lisais aucun livre qu'on me donnait parce que je me sentais forcé, parce que les livres, j'accrochais pas. Alors que peut-être que si tu laisses plus de liberté sur le choix des thèmes, le choix des livres et le choix de ce que tu en fais après, à savoir une opinion, peut-être que c'est une piste pour c'est clair. régler ce problème, quoi. C'est clair, bien sûr, tu peux étendre énormément la bibliothèque, en tout cas qui est proposée aux élèves, et puis euh, essayer évidemment de, le plus tôt possible, donner des exemples concrets sur l'utilité de l'écriture, l'utilité Ouais. dans un cadre professionnel ou dans le cadre d'un projet. Euh, Ça, j'ai pas le souvenir qu'on m'en ait parlé, moi, durant mon éducation, et je crois que malheureusement, il y a très peu d'élèves qui voient un jour leur prof de français arriver et leur dire, très concrètement, les amis, imaginons que vous soyez 10 au même job, qui va avoir une augmentation? Qui va réussir à se voir confier des projets? Qui va gagner la confiance des personnes autour de lui ou autour d'elle? Qui va être capable de faire passer un message et de ne pas être frustré et de se retrouver dans le sentiment d'incompréhension? Les autres ne me comprennent pas. Et ben, c'est celui qui maîtrise l'écriture. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Ouais. Mais je trouve que, enfin, je suis évidemment d'accord avec toi et je trouve que de plus en plus de monde prend conscience de l'importance de l'écriture et ça revient en force malgré tous les nouveaux formats vidéo, podcasts, etc. qui explosent. Mais il y a un retour à l'écriture, un retour à l'espèce de temps long et le côté artisan qui est hyper intéressant. Euh, Toi, au-delà de, au-delà de Live Mentor, c'est quoi ton rapport à la lecture et à l'écriture? Je sais que ça prend une place importante de ta vie et tu as cette espèce de truc où une fois que tu mets le doigt dedans, c'est un puits sans fin de connaissances, de curiosité et en fait, tu peux passer des heures à faire que ça, quoi. Ouais, c'est que moi j'adore lire, je suis un grand lecteur. Euh, c'est vrai que j'ai décidé euh, d'écrire mon premier livre parce que je voulais aussi euh, me réapproprier toutes ces lectures des 10 dernières années. Et ces 10 dernières années, j'ai essayé, et j'essaye de le faire toujours plus, d'aller prendre des lectures dans des domaines très différents. Je me suis rendu compte que ça servait à rien de s'enfermer dans uniquement des livres sur le business, les startups, le développement d'une entreprise. À une époque, je lisais beaucoup trop de littérature là-dessus. Tu fais En très fait, vite le tour. ouais, tu fais le tour, quoi. Les conseils se répètent. Et, et aujourd'hui, bah, j'adore avoir des phases de science-fiction où je vais relire et encore relire Asimov parce que je pense que je pourrais le relire à vie. Je vais lire beaucoup de romans, de nouvelles. Je suis un grand fan de Murakami, évidemment. Je lis aussi énormément d'articles. Et donc, non pas des livres, mais des articles. Et ce que j'adore, c'est les portraits long format. Les portraits long format. Donc aux États-Unis, on dit les long form profiles. Ça, c'est quelque chose que je vais que je vais faire, mais je pense vraiment chaque semaine, je me lis 4 ou 5 longs formats. Je suis même abonné à une newsletter que tu connais qui s'appelle The Profile, qui envoie uniquement des portraits long format. Et donc, ça va être l'histoire de quelqu'un, ou l'histoire d'une entreprise, ou l'histoire d'un pays, ou l'histoire d'un événement. Bref, une histoire, mais vraiment détaillée. Et, et donc, c'est ça aujourd'hui mon rapport à l'écriture. C'est vrai que ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma semaine. Euh, et j'essaye d'être vraiment intransigeant avec la qualité que je recherche. Tu vois, pour moi, c'est Mm. inconcevable d'aller sur Yahoo News, c'est inconcevable de lire euh, des, des, des feuilles de chou, quoi, tu vois, des articles
sont pas creusés, qui sont trop courts. Donc Ouais. je veux de la Je lisais un qualité. truc, j'ai lu un truc qui a fait écho avec, ce que tu viens de dire. C'est que les livres business, ils te servent à monter ton sol, en fait, ton niveau de base, et les livres plus, romans, plus d'aventure, ils te servent à monter ton plafond et à rêver plus grand et à avoir plus d'ambition. Je trouve Ouais. que c'est une super métaphore et ça reprend bien ce que tu disais. Les livres business, c'est bien au début pour te faire une culture générale, une culture, d'entreprise, mais tu te rends compte que tous les conseils tournent en rond, que sur un livre de 200 pages business, tu peux le résumer en 5 ou 10 pages et tu as compris, l'essence du truc. Mais par contre, qu'après pour te libérer un peu et pour aller vers des espaces très différents, il y a quand même rien de mieux que la fiction. Et heu et les portraits également, c'est aussi un truc, que j'aime beaucoup et la newsletter, The Profile est vraiment intéressante par rapport à ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on va y venir après, mais ça montre aussi la finesse de ce qu'on peut créer en termes de produits quand on parle d'écriture. C'est une newsletter qui envoie toutes les semaines 5 ou 6 profils, donc portraits très longs. Et là, la fille, donc Paulina, elle parvient à faire payer ça et je crois que ça cartonne son truc, donc ça montre bien aussi toutes les possibilités qu'ouvre l'écriture. Hem, Quand j'ai lu ton livre, ça a fait aussi écho à l'une des grandes idées que j'ai avec l'écriture, c'est que si tu veux bien écrire, la première étape, c'est de vivre des choses et d'avoir des choses hors Mmh. du commun à raconter. Et toi, quand j'ai lu ton livre, je sentais que tu avais passé, je sais pas, 5 ans, 10 ans à aider des gens à monter des projets. Et Mmh. du coup, tu arrives à un niveau de précision dans les descriptions que tu fais. Tu arrives à un niveau d'empathie par rapport au lecteur et par rapport à ces situations, que je pense que c'est difficile à avoir si on n'avait pas eu ton parcours avant. Est-ce que tu ressens ce truc-là aussi? Oui, c'est certain que passer beaucoup d'heures sur un sujet, heu, ça te permet d'écrire des choses, hem, beaucoup plus facilement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement que si tu pars de zéro. Pour moi, c'est la différence entre, tu vois, mon frère, par exemple, qui a fait une thèse, une thèse sur l'acoustique des sous-marins. Et ça a été une souffrance pour lui, comme pour tous les thésards, en fait. Ça a été, enfin, pour beaucoup, beaucoup de thésards, en tout cas, qui disent que la thèse a été un moment horrible pour eux, où ils n'en pouvaient plus, c'était un enfer. Mais en même temps, heu, n'est-ce pas normal? N'est-ce pas normal? Ouais. C'est-à-dire on demande à des gens d'écrire des thèses, alors qu'ils sont encore très jeunes sur le sujet en question, qu'ils l'ont pas pratiqué dans la vraie vie. Heu, c'est évidemment très difficile. Moi, c'est vrai que, heu, en fait, ce livre a eu deux périodes, en fait. Il y a eu un 1er temps où j'ai essayé de faire un livre classique et je pense que j'ai un peu oublié mon parcours, justement. Dans la V1 du livre, j'ai la première version que j'ai jetée à la poubelle, j'avais oublié mon parcours et j'avais oublié ce qui était ma force. J'essayais, de faire un livre un peu classique, avec une structure, où, je me disais: «Peut-être qu'il faudra mettre des schémas, peut-être qu'il faudra mettre, des tableaux, peut-être que, il je comment» Et puis j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pris plein de livres sur la création et le développement d'entreprise et j'ai essayé de m'en inspirer. En fait, au bout d'un moment, après 6 mois, je me suis dit: «Mais toi, qu'est-ce que tu connais vraiment super bien?» Moi, ce que je connais, c'est la réalité des gens qui montent et qui développent une boîte. Parce que j'en ai, comme tu dis, j'en ai entendu, j'en ai écouté des milliers. J'ai donné des milliers de coachings, soit des coachings individuels, soit des coachings collectifs. J'ai reçu des dizaines de milliers d'emails et en majorité, je les lis, ces emails. Et j'ai une communauté qui se vit via un forum et un groupe Facebook sur lequel il y a 5000 membres. Je dis, mais arrête de regarder ailleurs, en fait, il faut que tu ailles regarder là-dedans. Et, et c'est à partir de là que j'ai eu, je sais plus comment, je crois que c'était on faisait une randonnée avec ma copine du côté de Marseille. Il y a un moment, je me suis dit, mais je vais faire une conversation. Ce livre, ça va être une conversation. Ça va être la même chose que ma réalité. Moi, ma réalité, c'est que je suis coach. Donc, des gens viennent, ils me parlent de leur projet, de leur entreprise, de leurs difficultés. J'écoute ce qui est dit. J'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière ce qui vient d'être dit. Et puis ensuite, on travaille ensemble et on essaye de euh, se baser sur certains frameworks qui ont prouvé leur intérêt dans certaines situations données.
et puis de débloquer des blocages qui sont plus liés au développement personnel. Et donc, c'est ce mélange constant entre l'entrepreneuriat et le développement personnel. Et là, évidemment, tout est devenu beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, donc le livre est composé de 12 étapes, méthode Live Mentor, 12 étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en soi. Et chaque étape est composée d'un récit, puis d'un coaching. Et les gens ne le savent peut-être pas, mais les récits ont été pour moi 10 fois plus rapides, mais littéralement 10 fois plus rapides à écrire que les coachings. Les récits, je les ai quasiment tous écrits d'une traite. J'ai jamais retrouvé ça dans mon écriture depuis, et je sais pas si je le retrouverai un jour, mais c'était comme si les doigts pianotaient tout seuls sur le Word, quoi, le Google Doc. Parce qu'en parce fait, que j'en ai entendu plein. c'est des histoires que tu as, ouais, que tu entendues, des milliers de fois, quoi. Et quand j'étais live mentor, effectivement, c'était exactement les mêmes profils, qu'on voyait passer, quoi. Donc Ouais, c'est assez intéressant par rapport à ça. Du coup, exactement. pourquoi tu as voulu écrire ce livre? C'était quoi, tes principaux, objectifs et ta réflexion par rapport à ça? Bon, il y a une mini raison qu'on a un peu évoquée depuis qu'on a commencé, c'est me confronter à ma passion pour l'écriture et essayer de me mettre un défi supplémentaire. J'avais écrit beaucoup de newsletters, beaucoup d'articles de blog, et tu as ce côté, c'est de l'ego, hein, sûrement, tu vois, mais j'avais envie de faire un livre. J'avais envie de me dire, est-ce que je suis capable d'être genre à un orteil d'Asimov? Mmh. Et je rebondis tiens, sur ce que tu as dit sur la différence entre les livres business et les livres fiction. Euh, ce week-end, je relisais donc Asimov. Et je suis tombé sur l'extrait que te lire maintenant, et tu vas voir, parce que ça explique beaucoup de choses sur la manière dont j'ai écrit la méthode Live Mentor. Donc, dans ce livre, donc c'est Fondation d'Isaac Asimov. C'est un livre sur ce qui va se passer dans les prochaines années, pour résumer. Il y a un passage où le narrateur prend la parole face à un groupe et il dit: je vais vous raconter une histoire. Une légende si ancienne que les plus vieux ouvrages qui en font état se contentent en fait de citer des sources plus anciennes encore. Un cheval, qui avait pour ennemi un loup aussi puissant que dangereux, vivait constamment dans la hantise de périr sous les crocs du féroce animal. Poussé par le désespoir, l'idée lui vint de s'attirer les faveurs d'un puissant allié. Il alla donc trouver, le cheval, un homme et lui proposa de faire un pacte avec lui, arguant que le loup était également l'ennemi de l'homme. L'homme accepta aussitôt et proposa de tuer le loup sans tarder, à condition que le cheval mît sa vélocité, qui était considérable, au service de l'homme. Le cheval y consentit volontiers. Il permit à l'homme de lui passer une bride au cou et de mettre une selle sur son dos. L'homme enfourcha le cheval, partit aussitôt en chasse, tua le loup. Le cheval, tout à la joie d'être débarrassé de son ennemi le loup, remercia l'homme en ces termes: maintenant que notre ennemi commun est mort, retire cette bride de sur mon cou, ôte cette selle de mon dos et rends-moi ma liberté. Ce à quoi l'homme répondit en éclatant de rire: n'y compte pas, et il l'épéronna de rechef. Et, et toi, ce texte qui est pour moi exceptionnel, c'est un texte de fiction, et derrière, tu as un message philosophique extrêmement utile pour plein d'individus, et en particulier pour les entrepreneurs. Ton allié peut devenir ton ennemi. Fais attention quand tu deviens dépendant de quelqu'un. Là, le cheval est devenu dépendant de l'homme. Euh, tu pourras être bloqué ensuite dans tes projets futurs. Là, le cheval est bloqué dans le fait qu'il ne peut plus se balader seul. Il a tout le temps l'homme sur son dos, parce qu'il lui a mis la selle. Et donc, quand j'ai décidé d'écrire ce livre, c'est à la fois pour faire honneur à tous les parcours d'entrepreneurs que j'ai entendus, que j'ai écoutés, et puis pour essayer euh, de donner des solutions concrètes, des clés de lecture pour principes comme l'indépendance, le fait de ne pas mettre tous ces dans le même panier, qu'on peut illustrer avec le texte d'Asimov, par exemple. Une synthèse des années d'apprentissage de Live Mentor. C'était aussi l'occasion de commencer à réaliser ce qui est un de mes objectifs, la construction d'une pédagogie. Tu as plein d'organismes de formation Mmh. qui existent. Il y en a plein. Il y a plein d'organismes de formation qui accompagnent des entrepreneurs sur leurs problématiques marketing, par exemple, ou sur leurs problématiques de productivité, ou sur leurs problématiques de vente. Mais combien de ces organismes ont réussi à synthétiser leur apprentissage sous la forme d'une pédagogie? En fait, très peu. Les pédagogies, c'est assez rare.
elles apparaissent pas tous les 5 matins. C'est quoi les dernières grandes pédagogies qu'on a en tête? C'est Montessori, c'est Steiner, évidemment. D'une certaine manière, Marie Kondo développe une forme de pédagogie aussi, qui est synthétisée par des livres. Et ben moi, je veux faire la même chose avec Live Mentor. Je veux réussir à créer une pédagogie. C'est un challenge colossal et franchement, on est à 1% de ce qu'on doit faire. Une pédagogie qui mélange le développement personnel et l'entrepreneuriat et qui permet d'aller bien plus loin que simplement la transmission de connaissances et qui permet d'unifier, de consolider, de renforcer tout le temps l'expérience. Live Mentor a aujourd'hui 40 mentors qui aident au quotidien nos entrepreneurs. Bah, ces 40 mentors, ensemble, on veut toujours renforcer la touche, la pédagogie Live Mentor pour que ce soit unifié et mémorable. C'est vrai que c'est aussi la grande force du format livre, c'est que tu peux prendre le temps de présenter quelque chose de complexe, de long et de fouillé en un tout cohérent que tu peux arranger comme tu veux et que tu peux présenter au lecteur, quoi. Et effectivement, en lisant, je me disais plusieurs fois, si moi je suis quelqu'un dans le persona de Live Mentor, j'ai envie de me lancer et je sais pas vraiment par où commencer, je trouve que tu as fait un très bon travail d'empathie, de pédagogie, de synthèse, de tous les conseils que tu as vus depuis 5 ans, depuis 10 ans. Et j'ai la sensation que la personne, après avoir lu le livre, elle est moins perdue qu'avant. Et elle sait par où aller. Euh, Ça, c'est aussi l'une des grandes forces de Live Mentor, mais c'est que tu comprends profondément les gens, tu comprends profondément ce qu'ils vivent, parce que tu as parlé à des milliers de personnes, et donc tu leur vends pas du rêve, mais tu connais leurs difficultés, tu connais leurs doutes, et tu arrives à les retranscrire dans ton livre, et pour ça, je trouve que c'est très réussi. Euh, Par rapport au processus d'écriture en lui-même, est-ce que tu as appris des choses sur toi pendant l'écriture du livre? Ah oui, moi, ça m'a confirmé que j'étais un extraverti total. Donc pour moi, écrire seul, c'est ultra dur, ultra, ultra dur. Euh, du coup, j'ai eu la chance de bosser avec une relectrice donc qui euh, m'a harcelé pour que j'écrive. Ça a été utile. Je voulais surtout pas que quelqu'un écrive à ma place. Il y a toujours ce flou artistique dans le monde de l'édition française, le statut des relecteurs. Parce que il est double. Il y a les relecteurs comme Marjolaine Revel, avec qui j'ai travaillé, qui sont là pour être des coachs. Ce sont des sparring partners. Marjolaine, elle m'a challengé sur mon plan, elle m'a challengé sur tous les mots que j'ai écrits, elle mettait des commentaires, ça tu peux faire mieux, ça c'est pas assez clair, ça on comprend rien, etc. Elle m'a aidé également, ça peut te sembler tout bête, mais à organiser mon document de travail avec des titres, des sous-titres, en vrai des choses qui peuvent rendre dingue quand tu écris un livre, vraiment, ça peut vraiment rendre dingue. Mais c'est moi qui écris tous les mots. Et puis il y a un monde dont on parle beaucoup moins, qui sont les rélecteurs à qui on demande d'écrire absolument tout à la place de l'auteur. Bon, moi je voulais surtout pas faire ça. Hmm. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ma coach d'écriture. Et puis, je me suis aussi baigné dans un process d'écriture extrêmement collaboratif. Donc, en allant lire les retours d'expérience, les témoignages d'entrepreneurs de notre communauté. Parfois, le soir, j'étais en train d'écrire à 11h30, je voyais quelqu'un connecté. Ça, c'était mon grand jeu. Je voyais un de mes amis connecté sur Messenger. Je disais, hey, tu veux voir un truc? Et je lui envoyais le lien du Google Doc, disant, alors que j'étais en train d'écrire. Parce que le fait d'avoir quelqu'un qui me regarde, ça me motivait énormément. Et je lui disais, attends, là, il reste 10 minutes avant minuit. J'aurais écrit une page avant minuit. Bon, je ne tenais jamais, mais en vrai, ça m'aidait énormément. Donc, oui, moi, euh, je suis vraiment pas prêt, je crois, à faire le rêve de l'écrivain, partir tout seul dans une cabane, sans téléphone, sans internet. Non, moi, la méthode Live Mentor, c'est un peu comme son contenu. Ça a été quelque chose de très. C'était une démarche d'écriture très sociale, si je puis dire, très collaborative. Moi, j'ai aucun problème à partager ce que j'écris. Tu Ouais. vois, je vais montrer une page, 2 pages à des entrepreneurs, à poster ça dans la communauté.
voir quelles sont les réactions. Et est-ce que tu as des regrets par rapport à ce livre? Et si tu n'en as pas, qu'est-ce que, si tu étais amené à en faire un deuxième, qu'est-ce que tu ferais différemment? Mmh. C'est une super bonne question. Hem, écoute, ce livre, il est d'une ambition assez démesurée quand même. Parce que c'est un bouquin qui part de l'étape d'alignement pour aller à l'étape où tu recrées une entreprise. Donc, il traite un parcours qui est quand même très vaste. Je parle du marketing, je parle de la communauté, je parle de la valeur, je parle des prix, je parle de l'alignement, je parle de l'inspiration, je parle de l'équipe, un associé ou pas. Donc, hem, j'ai les regrets que j'ai pu avoir lors de l'écriture, c'est de me dire à certains moments: «Mais ça, j'adorerais creuser, ça, j'adorerais creuser, ça, j'adorerais creuser, ça, j'adorerais creuser». Mais au final, je pense que c'était vraiment le bon choix de s'arrêter là parce que ce livre n'avait pas comme promesse: «Vous allez devenir le meilleur en productivité avec ce livre, vous allez devenir le meilleur en, marketing avec ce livre». Ce livre a une promesse qui est qui est plus singulière, c'est un camarade dont le contenu va être valide durant tout ton parcours d'entrepreneur. Sauf que c'est certaines parties qu'il va falloir aller regarder selon le moment où tu es bloqué. Tu as un souci, de marketing, tu vas à cette étape-là. Tu as un souci, d'équipe, d'inspiration, tu retournes à cette étape-là. Et donc c'est, vraiment, un et je le vois avec les retours des premiers lecteurs et ça me touche beaucoup. Les le fait de pouvoir, faire les exercices qui sont mentionnés à la fin de chaque chapitre et bah, ça crée en fait une sorte de livre qui se rapproche peut-être d'un bullet journal ou qui se rapproche d'un document personnel, où tu mets tes objectifs et tu poses ta stratégie. Heu, maintenant sur les prochains, livres, en fait, il y a 2 directions que j'aimerais creuser. Il y en a une, heu, qui est d'aller, encore plus loin dans les portraits, avec des photos, avec des reportages entrepreneurs qui, moi, m'inspirent énormément et dont je trouve les parcours, hallucinants. Donc ça, j'aimerais beaucoup faire ce genre de bouquin et puis des bouquins peut-être plus spécialisés sur certaines problématiques, comme, comment, enfin, c'est quoi une reconversion professionnelle, en fait? C'est quoi une reconversion professionnelle? Heu, OK. ou ce serait quoi, un collège et un lycée pour entrepreneurs? Un livre plus sur l'éducation. À quoi ça ressemble une journée d'écriture pour toi? Alors moi, j'ai fait aucune journée d'écriture. J'ai Ouais. fait j'ai fait en fait, la méthode Live Mentor, c'était un c'était un side project de Live Mentor. C'était pas un projet, à temps plein. C'est quelque chose que j'ai fait la nuit et le week-end, beaucoup. Mais j'ai jamais, fait de journée où j'ai commencé à 8 heures et j'ai arrêté à 19 heures. Donc non, moi, ma journée classique, la manière dont ce livre a été fait, classiquement, c'est, je sors du bureau vers 20h30, j'allais chez moi, je me prenais un petit, Pokaway, un petit ou un petit libanais et puis ensuite, ouais, je me mets dans le salon, sur le bureau et puis j'écris jusqu'à 2 heures du matin. J'écris jusqu'à 2 heures du matin, c'est vrai que c'est plus facile quand tu es seul chez toi. Hem Et et puis c'est oui, j'ai eu la chance, je trouve, absolue d'avoir une coach d'écriture qui dormait Ouais. aussi tard que moi. Mar Marjolaine. Il était pas rare qu'elle me notifie, qu'elle me contacte à minuit. «Comment ça va?» «Bah, ça va, je suis en train d'écrire». Ça a beaucoup C'est aidé. vrai c'est vrai que c'est un truc qui est aujourd'hui encore assez réservé aux auteurs, mais je pense qu'avoir quelqu'un qui a un œil professionnel et qui te relie à la fois en tant que, j'ai vu les 1000 textes et donc je peux t'aider sur la structure, t ton argumentaire, mais aussi sur le côté, je te coach en fait parce que, bah, c'est un process qui est long, qui est solitaire, qui est difficile et tu as besoin de quelqu'un qui te motive quoi et peut-être qu'on va avoir de plus en plus de gens qui font ça quoi et c'est en tout cas, c'est hyper intéressant.
Ouais, j'en suis certain, là, le monde de l'édition va complètement exploser. Il y a plein de, il y a plein de tendances qui sont en train de se créer. Et oui, les gens comme Marjolaine vont être plus que nécessaires. J'aimerais bien parler aussi avec toi des business models que tu peux trouver en tant qu'auteur ou en tant que personne qui écrit aujourd'hui sur internet. On voit de plus en plus les newsletters payantes, avec notamment Substack qui permet de faire payer simplement un abonnement de quelques euros par mois à un lecteur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et est-ce que c'est un modèle qui t'a intéressé un moment ou que tu aimerais creuser? Ah oui, mais tous les modèles, liés à l'écriture, je les trouve absolument passionnants. Hem, bon, déjà, c'est marrant qu'on ait cette conversation, en pleine crise du covid. Oui. Quel est l'impact de la crise du covid sur certains médias? Alors, Ah bah, ça va il être y en a terrible. il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Alors, il y a un 1er impact, évident, les kiosques sont fermés. Bon, même s'il n'y avait pas eu le covid, ils auraient été fermés à cause de la fermeture de Presstalis, l'organe de distribution. Mais en tout cas, là, les kiosques sont fermés, donc si vous avez, hem et les Fnac aussi. Donc si vous avez un livre Mmh. qui ou si vos mots ne sont accessibles que physiquement, c'est c'est très problématique. Mais allons plus loin que ça. Heu, Aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de médias, même les plus grands quotidiens de France, Le Monde, Libération, Métro, 20 minutes et cetera, qui ont un modèle économique, publicitaire. Publicitaire. Il y a une exception en France notable sur internet, c'est Mediapart. Mediapart, ça c'est exceptionnel, c'est, une aventure extrêmement solide économiquement. C'est une entreprise extrêmement résiliente, c'est plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million d'euros d'EBITDA si j'ai pas de bêtises. Enfin, c'est une boîte qui est extrêmement solide et qui a il y a pas de publicité, on paye un abonnement. Mais ça, c'est un ovni par rapport aux autres médias que j'ai Ouais. mentionnés qui, si certains ont de l'abonnement, pour d'autres, ont de la publicité et notamment ce qu'on appelle de la programmatique. Alors la programmatique, vous connaissez peut-être, vous savez ce que c'est sans connaître le terme. C'est quand à la fin d'un article, heu, sur internet, vous avez des liens Taboola, Outbrain. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de la publicité qui est mise autour à la fin d'un article. Cette publicité est mise par une régie. Taboola et Outbrain sont des régies. Donc prenons un exemple très concret. Imaginons que, heu, bah, moi j'ai mon livre, La méthode Live Mentor, et Valentin a un blog, et on se met en relation via la régie. Mais en fait, on n'est jamais en relation. On n'est jamais en train de discuter, lui et moi. Et d'ailleurs, moi, je ne, je, je ne sais même pas forcément où est affiché mon livre. Ouais. Depuis le début de la crise du Covid, les revenus venant de la programmatique sur certains sites médias web ont baissé de 80%, sans qu'ils puissent y faire quoi que ce soit. Ce n'est pas des engagements long terme, ça ressemble à du trading haute fréquence, ça ressemble à de la finance moderne, où tous les jours, sur des régies, sur des plateformes, eh bien, certaines marques décident de donner de l'argent à certains sites médias. Donc Et, ces modèles-là, ils sont et, faibles. et ce qui est dingue en plus, c'est quand tu vas sur les sites comme Le Monde, Les Échos, et que tu vois ces pubs-là, c'est souvent des scams ou des grosses conneries, quoi. Ouais, absolument. Non, mais donc en plus, la qualité d'expérience n'est pas terrible. Donc ça, j'en ai même pas parlé, mais évidemment, la qualité d'expérience, elle est nulle quand tu es sur un site internet où il y a de la publicité. Il y a pas plus chiant, quoi. C'est insupportable. Tu as les bannières en haut, en bas, à gauche, à droite, la vidéo qui pop et qui pré-roll avec la voix, t'entends. Mais en plus de ça, donc en plus de l'expérience utilisateur qui est catastrophique, heu, le le, hem, le modèle économique est Le d'une modèle, ouais. Mmh. fragilité totale. À l'inverse, Mediapart, solidité énorme, et le New York Times, par exemple, qui fait partie des références en termes de médias qui ont réussi à mettre en place de l'abonnement, qui ont réussi à faire payer les gens pour une qualité de contenu, sont exceptionnels. Et donc pour moi, euh, Substack et les newsletters payantes, c'est un dérivé de ça en fait. C'est un Mmh. dérivé d'un constat qui est que les lecteurs sont prêts à payer pour du bon contenu. Voilà. Les lecteurs sont prêts à payer pour du contenu, c'est aussi simple que ça. Et Ouais. on vit dans un monde où l'information, elle est partout. L'information de bonne qualité,
l'information structurée, l'information cohérente, elle est beaucoup plus rare. Vraiment beaucoup plus rare. Ouais et pour rebondir un peu sur ce que tu dis, moi j'ai pris les 3 mois d'essai gratuit à The Athletic, qui est un média sur le sport et qui repose aussi sur un système d'abonnement. Alors eux, en plus de ça, ils sont financés par des VC et par des fonds de venture capital. Donc c'est en plus une startup qui doit grossir très vite. Mais en tout cas, ils ont un modèle qui repose sur de l'abonnement. Il y a aucune pub. Mmh. Et moi, ce qui me frappe, c'est que à la différence de tous les médias sur le sport qu'on a en France, par exemple L'Équipe, qui est le média numéro 1, le contenu, il est de bien meilleure qualité. Et tu sens que les journalistes, déjà, ils ont une liberté de ton qui est beaucoup plus grande. Ils traitent des sujets d'une manière dont on voit pas dans un média classique. Et en plus, ils ont des techniques marketing, ils engagent leur audience. Il y a des sections commentaires où c'est pas juste des insultes pendant 10 pages, mais c'est des mecs qui débattent et c'est hyper qualitatif. Et du coup, moi, ça me dérangerait pas de payer pour cette information. Et Ouais. d'ailleurs, je suis allé creuser du coup le modèle de The Athletic et je pense que je vais écrire là-dessus bientôt. Mais en gros, ils se sont développés ville par ville. Aux États-Unis, le sport est très lié aux villes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont embauché les meilleurs journalistes de chaque journal local. Et en fait, là où ils ont été forts, c'est que à l'inverse de plein de médias qui disent votre compte Twitter, ne le montez pas trop parce que ça fera de l'ombre à la marque. The Athletic, ils ont dit faites grossir votre fanbase et ramenez-les en tant Ouais. qu'abonnés au journal. Et ça, c'était hyper puissant, hyper malin et personne ne fait ça, quoi. Ouais, c'est brillantissime, évidemment. C'est brillantissime, mais la clé de tout ça, en fait, moi, je pense que ça nous ramène à mon chapitre 1 sur l'alignement. Le problème de plein de médias français et mais aussi outre-Atlantique, c'est qu'ils ont cassé leur alignement. Ils ont cassé leur ADN en Mmh. commençant à mettre du contenu sur Internet. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont cassé? Parce qu'ils se sont dit, heu, bah, on va pouvoir faire du contenu de moins bonne qualité parce que c'est sur le web. Donc les gens, quand ils lisent sur un ordinateur, sont moins exigeants que quand ils lisent sur un papier. Et il y a des directeurs de médias, de journaux qui pensent encore vraiment ça, ça a aucun sens. Et puis ils se sont dit: «Oui, c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir un paywall et d'avoir, des articles payants, mais bah, du coup, on va en mettre un peu en gratuit et ceux qui seront gratuits, ils seront nuls, seront d'une taille extrêmement petite». C'est la stratégie de l'équipe pendant longtemps. Les articles gratuits sont sont comme ça, les articles Ouais. payants sont beaucoup plus gros, mais le problème, c'est que si tes articles gratuits sont aussi petits, personne va vouloir aller plus loin. Et à l'inverse, The Atlantic, ou The New York Times, heu, ils jouent pas le jeu du gain à court terme, en fait. Ils jouent le jeu de la marque et ils jouent le jeu de la qualité à tous les niveaux. Donc, heu, oui, vous allez, peut-être mettre du temps avant de prendre votre abonnement, mais par contre, à chaque fois que vous allez passer chez nous, passer sur notre site, ce que vous allez voir a l'air tellement quali, tellement dense Ouais. que ça va vous rester en tête. Ouais et et c'est pour ça que là, je trouve qu'on touche aussi à une limite du modèle Substack quant à un individu. Parce qu'en fait, faut imaginer que ton contenu payant, c'est comme ton produit et en fait, tu crées une boîte. Et du coup, ça veut dire que ton contenu payant doit être excellent pour que les gens payent. Ça doit être de bonne qualité, ça doit être, réfléchi et cetera. Mais du coup, pour attirer des gens vers ce contenu payant, Ouais. tu dois encore faire de l'excellent contenu en gratuit ou tu dois mettre en place une infrastructure marketing qui est importante pour faire payer les gens. Et du coup, quand tu es tout seul, ça peut être compliqué et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Oui, et c'est sûr que, heu, tu dis ça au sens où Substack ne te permet pas d'avoir un blog, référencé, avec, beaucoup de contenu gratuit. Je suis d'accord avec ça. Substack, c'est le choix de la facilité. C'est vraiment la rapidité, totale. Heu, je pense qu'un un créateur aujourd'hui, heu, il y a plusieurs, tu vois, il y a plein de modèles qui s'offrent à toi. Tu as le modèle, de Substack, donc des newsletters payantes. Tu as un modèle où tu vas utiliser des outils qu'on appelle des outils de CRM automation, emailing automation, où tu vas, heu, placer certains textes que tu as écrits, tu sais qu'ils sont de très bonne qualité, tu vas en placer 1, 2, 3, 4, 5, peut-être tu vas en placer 50 et tu vas paramétrer ton système pour que quand quelqu'un s'inscrit à un newsletter, il reçoive durant 50 semaines d'affilée un de ces excellents textes une fois par semaine. Et donc ça, c'est des systèmes
très intéressant pour un créateur parce que ça te permet de faire découvrir en Mmh. permanence tout ce que tu as créé, tu vois? Là où, heu, si j'ai un journal local, genre je suis en Normandie en ce moment, imaginons que je sois le propriétaire d'un journal local, Ouais. peut-être qu'il y a 6 mois, j'ai écrit un truc de dingue dans l'édition d'il y a 6 mois, mais bah, je peux plus y donner accès en fait, c'est dans les poubelles, tu vois? Les journaux ont été imprimés, le texte s'est perdu. Donc, tu as le modèle des newsletters payantes, tu as le modèle des newsletters automatisées avec un très bel effort de contenu. Tu as évidemment le modèle de l'auto-édition sur lequel, il y a des choses exceptionnelles à faire, mais vraiment exceptionnelles à faire. Surtout en France où ça te libère de pas mal de contraintes, heu, comme la loi du prix unique notamment. Hem et puis je pense que le toutes ces méthodes-là et ces stratégies différentes, il faut les utiliser, les unes après les autres. Le principal, la principale Ouais. difficulté pour un créateur, c'est de se mettre à écrire, de se mettre à écrire avec une régularité, de se mettre à écrire pour une audience qui le suit, pour une communauté qui suggère et une fois que tout ça c'est en place, tu peux tout tester. On a vu récemment, Tim Ferriss qui a fait un test, très marrant, où il rendait son podcast payant Mmh. et puis il a fait Il a marche arrêté. arrière, Ouais. il a arrêté. Heu, Ouais, une fois que tu as l'audience, tu as le lien avec les gens, tu peux tester facilement des choses. c'est ça. Hem, Et il y a plein de choses à tester, plein de c'est clair. choses sur l'écriture. Il y a plein de modèles hyper intéressants. Toi, est-ce que tu as des exercices ou des conseils pour progresser en écriture? Alors, oui, moi j'en ai 3 que je conseille toujours. Le premier, c'est pour trouver sa tonalité, trouver la tonalité. Heu, Racontez quelque chose qui vous passionne à l'oral. Demandez, à un ami de vous enregistrer ou prenez votre iPhone et enregistrez-vous et essayez de de répéter, ce que vous avez raconté à votre ami la dernière fois que vous lui avez raconté quelque chose en étant très excité. Il faut se ramener à ça, en fait. Il faut se ramener à la tonalité que vous avez quand vous êtes passionné par quelque chose, quand vous êtes engagé, quand vous êtes, vraiment, heu, enflammé par le débat. Ça peut être un sentiment positif, ça peut être un sentiment négatif, mais c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est la vie, en fait et vous allez voir vos mots qui naturellement sortent et ensuite vous allez comparer ça avec ce que vous avez écrit durant les 3 derniers mois et si vous voyez une énorme différence, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, vous n'arrivez pas à vous lâcher dans l'écriture. Mmh. Donc ça, c'est un conseil que je me suis appliqué moi-même et que j'aime beaucoup. Ensuite, je crois qu'il y a un conseil, mais qui dépasse même, le cadre de l'écriture, c'est de vraiment bien faire les choses. De vraiment, vraiment bien faire les choses et d'essayer d'avoir une exigence, énorme avec ce qu'on a produit et de le regarder vraiment avec honnêteté, de le comparer avec ce qui existe ailleurs sur internet et de se dire: «Est-ce que ce texte, il est unique? Est-ce que ce texte, il apporte quelque chose? Est-ce que ce texte, il contient des exemples qu'on voit pas ailleurs? Est-ce que ce texte, il a en lui quelque chose qui fait sa différence?» Et ça, c'est ouais, c'est un réflexe qu'il faut avoir, qu'il faut vraiment, Bah, vraiment avoir. je suis à fond d'accord avec toi et c'est un truc que je prône beaucoup, notamment aux gens qui suivent les bootcamps que je fais. Mais, tu peux aussi tomber dans le truc où, du coup, tu es paralysé parce que tu as le sentiment de jamais être assez bon, et de jamais vraiment faire un truc, satisfaisant, quoi. Donc faut trouver l'équilibre entre, d'un côté, il faut avoir une grosse ambition et je suis d'accord avec toi, il y a plein de textes aujourd'hui qu'on voit pas passer partout et qui sont fades et qui donnent pas envie de lire et Mmh, du coup, il faut relever l'ambition, il faut avoir envie de faire quelque chose de vraiment mémorable et passionnant, mais il mmh, faut pas non plus être bloqué par le fait que ça prend du temps, que ouais. ça viendra pas au premier coup et qu'il faut pas se décourager, quoi. Et c'est là où les coachs, sont super utiles. C'est là où c'est utile de suivre des formations, des coachings, Mmh. que ce soit en présentiel ou en ligne, ça aide d'avoir un regard extérieur qui peut te dire: «Là, c'est bon. Voilà, là, tu as atteint le niveau d'exigence». Voilà, c'est dur de le savoir seul. Par contre, Ouais. la philosophie, elle va ici. Et après, le dernier conseil qui est très simple, mais qui est chiant à faire et donc on oublie, c'est de se relire, tout simplement. De se relire à haute voix et d'entendre les mots qui sonnent. Est-ce que ça sonne ou est-ce que ça sonne mal? Et voilà, faut le faire, OK. faut relire. Est-ce que toi, il y a des textes ou des articles que tu aimerais écrire,
mais que tu as la sensation de ne pas être capable de le décrire encore aujourd'hui? Mmh, Est-ce qu'il y a des types de oui, textes qui te font un peu peur ou qui te disent: «Ah, je suis pas à l'aise avec ça»? non, il y a pas un type de texte qui me fait peur. Par contre, heu, tu vois, par exemple, je pense à un texte qui est exceptionnel qu'on peut trouver sur internet qui s'appelle «Frank Sinatra a un rhume». Frank Sinatra has a cold, je sais pas que on en a déjà parlé ensemble, on l'aime beaucoup. C'est un texte, publié dans le magazine Esquire, Esquire, peut-être on pourra Je mettre le noterai lien bien, dans ouais. les voilà. Ouais. Bon, ça, c'est un texte exceptionnel. C'est un journaliste qui a fait un reportage sur Frank Sinatra et qui a lancé une vague qu'on a appelée le nouveau journalisme. Heu, il parle de Sinatra, mais sans l'interviewer. Il parle de Sinatra via le regard des personnes autour de Sinatra, les amis, et cetera. Bah, écrire ce genre de texte, aujourd'hui, moi, je peux pas le faire. Pourquoi? Parce que pour l'écrire, il faut passer 3 mois en enquête. Il faut faire du journalisme d'investigation et bah, malheureusement, ma vie fait que j'ai d'autres activités que l'écriture, comme ma boîte et donc Une ça, bonne excuse. c'est bah, c'est le dilemme constant, quoi. Donc bah, voilà, aujourd'hui, je peux pas écrire ce genre de texte. Heu, après, les textes qui me font rêver, c'est évidemment Asimov, Tolkien, parce que là, tu es vraiment dans la fiction, tu es dans comment créer un monde, tu vois? Comment créer un monde, ça j'adorerais un jour, prendre les murs ici, là et genre, imaginer une histoire avec des personnages, avec des lieux, des contrées, des lacs, des royaumes, des montagnes et cetera, des arbres généalogiques. Moi, je deviens fou quand je vois que Tolkien, il a fait autant d'arbres généalogiques. Je me dis: «Mais c'est pas possible, comment il a C'est fait dingue, pour hein. penser le grand-parent du cousin, Hobbit là?» C'est un fou. Donc ça me parle beaucoup, hem et j et j'ai aussi, beaucoup d'admiration pour certains textes de philo, heu Ouais. qui notamment il y en a pas mal qui sont publiés en ce moment suite, au coronavirus et et ouais, j'aimerais aller plus dans ce domaine-là. Là, je suis très content. Heu, on a lancé donc un magazine, chez Live Mentor qui s'appelle Odyssée Ouais. d'entrepreneur et dans le dernier numéro, on a publié un conte, un conte Trop bien. d'entrepreneur. On a notre journaliste qui a écrit un conte, un très, très beau conte, qui est une belle métaphore de ce qu'est l'entrepreneuriat. Bah, voilà, ça c'est des dimensions artistiques, créatives, intellectuelles dans lesquelles, j'ai envie d'aller dans les prochaines années. OK, pour finir, 2 questions. Est-ce que tu as un auteur à recommander, quelqu'un que tu conseilles de suivre? Ah, j'en ai déjà pas mal parlé, mais Tu as Asimov, parlé hein. d'Asimov, ouais. Ouais, OK. Asimov, moi mes références sont un peu les mêmes, hein, c'est Asimov, c'est Zweig. Hem, ouais, je pense ouais, ouais, je resterai sur ces 2 là. Ouais. Et un livre? Un livre que tu recommandes en particulier? Est-ce qu'il y a un livre qui a eu Ils sont plus nombreux. d'impact sur toi qu'un autre? Bah, le livre de Rand Fishkin m'a beaucoup aidé à une Ouais, époque, donc Founder and Lost, heu, fondateur et perdu, je sais pas s'il l'a traduit en français, enfin, mais c'est vraiment un bouquin assez exceptionnel quand on rencontre des difficultés dans sa boîte. Heu, j'ai beaucoup aimé Le mythe de l'entrepreneur revisité de ouais, Michael de Gerber. Michael Norman. Mmh. Voilà, ça j'ai vraiment adoré et puis, évidemment, non, un livre qui m'a énormément marqué et c'est toi qui me l'as fait découvrir, c'est le Phil Jackson, Ouais, Eleven Rings, Eleven Rings, ouais. exceptionnel, D'ailleurs, exceptionnel. il y a la très bonne série Netflix, The Last Dance sur Michael Jordan où tu le vois pas mal et Phil Jackson Ouais, et je crois que tu as commencé à regarder, mais je tu suis te rends fan. compte du rôle incroyable qu'il devait avoir dans cette équipe-là avec, que des caractères de fou et lui qui est un peu un espèce de sage un peu fou qui vient du Montana, d'une famille un peu particulière et Mmh, qui pratique le zen, le yoga, ouais. c'est assez hallucinant, ouais. C'est clair et d'ailleurs, tu vois, quand tu parlais d'inspiration, je sais que toi, par exemple, tu connais très bien ces mythes, sportifs. L'univers du sport est un levier de storytelling, mais absolument exceptionnel. Mais c'est merveilleux, en fait, parce que les mecs sont des demi-dieux et puis il y a toutes les émotions qui se mélangent, il y a la colère, l'indignation. Moi, d'ailleurs, ma 1re inspiration de storytelling, c'est un journaliste de SoFoot qui s'appelle Sheriff Guémour Jeff Gilmour, et ouais. Mmh. c'est un mec,
j'avais rencontré complètement atypique. Donc ouais, je te vraiment, encore merci pour la reco sur Phil Jackson parce que ce livre m'avait mis une claque mais monumentale. Très bon souvenir. Voilà. Ouais et pour finir, je suis en train de lire une biographie de Mourinho qui est écrite par, Nicolas Villas, qui est un franco-portugais qui écrit beaucoup sur le foot et en fait, il est allé rencontrer plus de 100 personnes, que Mourinho a côtoyées quand il était jeune, donc au Portugal, des gamins et cetera et il s'intéresse beaucoup à la partie avant qu'il devienne la star et avant qu'il devienne, le coach mythique et c'est assez intéressant. Si tu veux, je te le passerai parce que je pense qu'il peut t'intéresser. Si on peut se Notamment revoir. mais on va se revoir Alexandre. Bon, Oh, bah, en c'est tout cas, bah, merci beaucoup. C'était super intéressant, toujours des très bonnes discussions quand on parle d'écriture avec toi, donc j'espère que ça va plaire aux gens. avec plaisir. Merci beaucoup. À très vite. À très vite, ciao. Ciao, ciao.